Professeur Tano Félix, bonsoir. Bonsoir. Ici c'est Africa News Multimédia. Nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes professeur de droit et vous êtes ici au cœur de l'université de Legon pour la commémoration du 60e appel de Kwame Nkrumah All Conference, All African People Conference. Vous avez, je l'ai entendu tout à l'heure, vous-même été initié au panafricanisme il y a quelques années de cela. Je voudrais que vous puissiez revenir d'abord sur ce moment d'initiation et d'immersion au panafricanisme. Merci. Je prends le micro. Bon. Merci beaucoup. Alors, c'est vraiment un moment d'émotion pour moi, la participation à cette conférence. Parce que, comme beaucoup d'étudiants africains, j'ai été militant du panafricanisme à un moment donné, au moment où je poursuivais mes études en France, à Rouen plus précisément. Il y avait une organisation qui existait là-bas qui s'appelait le Cercle panafricaniste de Rouen, et que mes camarades de l'époque m'ont fait l'honneur de présider à un moment donné pendant 2 ou 3 ans, je crois. Et ça a été vraiment un moment très intense pour moi parce que tout ce que je sais du panafricanisme aujourd'hui, c'est en ce moment-là que je l'ai appris, que je l'ai étudié. Nous avions donc cette association qui nous permettait de nous retrouver entre tous les Africains venus de plusieurs parties du continent, que ce soit de l'Afrique blanche ou bien de l'Afrique noire. Et nous nous retrouvons pour étudier les idées des panafricanismes, de Booker T. Washington, en passant par Padmore, en passant par tout ce monde-là, jusqu'à de Du Bois, jusqu'à Kwame Nkrumah. Et jusqu'aux, aux conceptions actuelles, aux perceptions actuelles du panafricanisme, parce que en 85, au moment où moi-même je présidais le cercle panafricaniste de Rouen, c'est en ce moment-là que Edem Kodjo a sorti son livre « Et demain l'Afrique ». Et dans ce livre-là, Edem Kodjo, justement, développait l'idée d'un panafricanisme rationalisé. 5. Oui. Et donc, nous l'avons invité à Rouen pour prononcer une conférence dédicace. Et nous avons vendu d'ailleurs beaucoup de livres à cette période-là. Et ça nous a permis justement de nous replonger aussi dans les conceptions nouvelles du panafricanisme. Et donc, je me retrouve aujourd'hui au milieu de personnes qui sont venues d'un peu partout nous rappeler un peu ce qu'a été le mouvement panafricaniste, ce qu'il est, quelles sont les différentes interrogations aujourd'hui. Et c'est pourquoi je dis que c'est vraiment un moment d'intense émotion pour moi. Je pense que Kwame Nkrumah il restera éternellement dans nos mémoires. C'est vrai que sa vie politique, disons sa vie en tant que président, n'a duré que de 1957 jusqu'en 1966, c'est-à-dire à peine moins d'une dizaine d'années. Mais les idées qu'il a défendues et les actes qu'il a posés sont restés dans la mémoire des gens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Kwame Nkrumah, de loin, il demeure l'un des Africains les plus grands de de son époque. Voilà. Alors, revenons sur le thème central de cette 61e commémoration qui met donc au cœur de ces activités la jeunesse. Rapidement, professeur, est-ce que vous avez l'impression que 60 ans après, on met la jeunesse au cœur de la thématique parce que, les dévanciers auraient failli? Lorsque vous faites un tour dans les différents pays africains, les différents gouvernements mettent au cœur de leur politique la jeunesse, que ce soit par rapport au problème de l'éducation, que ce soit par rapport au problème de l'emploi, ou bien que ce soit par rapport à d'autres aspects. La question est de savoir, est-ce que ces différentes préoccupations répondent aux préoccupations des jeunes actuellement? Est-ce que ces différentes politiques qui sont menées conduisent les jeunes à concevoir ou bien à envisager leur action dans le sens d'une libération et d'une unité de notre continent? Je pense que c'est la question qu'il faut poser. Bon, ça dépend de ce que l'on appelle productivité. Parce qu'un colloque, un séminaire, n'a pas d'autre objectif que de regrouper des gens à un moment donné pour mener différentes réflexions sur des points bien précis. Et donc, de ce point de vue, je pense que les séminaires et les colloques
atteignent leur objectif. Bon, maintenant, une fois que ceux qui ont participé aux différents colloques ou bien aux différents séminaires sont retournés chez eux, qu'est-ce qu'ils font des idées qu'ils sont venus apprendre à l'occasion de ces séminaires et de ces colloques? Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut que chacun essaie de mener une réflexion. Qu'est-ce que nous faisons par rapport aux différentes idées du panafricanisme quand nous retournons chez nous? Vous voyez, est-ce que nous les retrouvons dans nos actes quotidiens, moi en tant qu'enseignant, vous en tant que journaliste, d'autres personnes en tant qu'administrateurs, etc., ou bien certains au niveau de poste de responsabilité? Nous savons qu'il n'est pas facile quand on n'est pas aux premières loges de la gestion de nos États ou bien de certaines politiques pour pouvoir entreprendre un certain nombre d'initiatives. Mais je pense qu'il est intéressant quand même que les gens se retrouvent, etc. Moi, personnellement, j'apporte un témoignage parce que je vous le dis, c'est à l'occasion de ce genre de rencontre que j'ai connu le panafricanisme. Et tout ce que je sais aujourd'hui de cette date, de cette époque. Donc pour moi, ça a été très bien, ça a été une graine qui a germé en moi et qui fait que pratiquement dans toutes les activités que je fais, je vois que cette perception du panafricanisme là demeure. Donc pour moi, les colloques et les séminaires ne sont pas du tout unités, au contraire. Voilà. Maintenant, il faut que d'autres acteurs, jouent leur rôle. Hein? Un séminaire n'a pas vocation à être un parti politique, par exemple, n'a pas vocation à être une association, etc. Et donc, il faut que les partis politiques qui viennent à ces séminaires, il faut que les associations qui viennent à ces séminaires, une fois retournés chez eux, essaient de faire pousser encore le panafricanisme à leur niveau et au sein de leur structure. Bon, j'ai effectivement animé pour faire une présentation sur un thème, la chute du président Laurent Gbagbo et son transfert à la CPI. L'Afrique n'est pas encore sortie du spectre colonial. Je pense que vous avez vécu les événements qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire de 2002 à 2011, avec comme point d'orgue le départ dans la douleur du pouvoir du président Laurent Gbagbo le 11 avril 2011. Je pense que ce sont des événements qui doivent nous faire réfléchir. Et c'est sur cette thématique-là que j'ai réfléchi parce que ce qui s'est passé entre sa chute, tout ce qui a précédé sa chute et puis son transfert à la CPI me montre que ce que nous prônons dans nos pays par rapport à la souveraineté, par rapport à l'indépendance, a été remis en cause à ces occasions. Parce que si nous étions vraiment souverains, je ne crois pas qu'un autre pays ou d'autres pays se seraient introduits dans la gestion de nos affaires pour essayer de contester le choix de notre président. Vous voyez, si nous étions indépendants, nous aurions pu avoir une armée qui allait résister à la rébellion, même si elle était appuyée par une puissance extérieure. Si nous étions indépendants, nous aurions pu avoir une diplomatie qui n'aurait pas été submergée par la diplomatie d'autres, ou bien par les moyens que la diplomatie d'autres pays ont mis en œuvre pour pouvoir retourner certains chefs d'État qui, au début, étaient avec le président Gbagbo, mais par la suite se sont retrouvés un peu contre lui, etc., etc. Vous voyez, si nous étions vraiment souverains, je pense que le président de la République, le président Gbagbo, ne se serait pas retrouvé à la CPI aujourd'hui. Parce que quand nous connaissons un peu les conditions dans lesquelles le président français a insisté auprès du président actuel pour amener son prédécesseur à la CPI, nous voyons que, effectivement, nous ne sommes pas souverains. Donc, autant d'éléments qui doivent nous faire réfléchir, nous panafricanistes, nous Africains, et reposer la problématique de l'indépendance de nos pays. Est-ce que dans les aventures solitaires de nos pays, aujourd'hui, comme depuis 1960, dans le cadre des micro-États qu'on nous a donnés, qu'on nous a octroyés, dans lesquels on nous a octroyé les indépendances, est-ce que nous pouvons véritablement assumer cette responsabilité de l'indépendance? Est-ce qu'il ne faut pas concevoir cette indépendance-là à travers un autre paradigme? Lesquels, est-ce que le panafricanisme ne peut pas vraiment nous inspirer dans sa vision unitaire et puis dans sa vision libératrice? Je pense que ce sont des interrogations que nous devons avoir et c'est ce que j'ai essayé d'apporter hier. Et je pense que le public a vraiment bien réagi parce que je me suis rendu compte qu'ils ont le public a posé beaucoup de questions. Malheureusement, le temps ne nous a pas permis d'explorer toutes les pistes qui avaient été envisagées. Vous êtes en face d'un enseignant, mais en plus vous êtes en face d'un chercheur. Voilà. Et donc, ce que je dis, je peux apporter les preuves. Lorsque je vous parle de la lettre que le président Sarkozy a adressée au président
de la Commission électorale indépendante. C'est une lettre qui existe. Vous voyez, contact téléphonique quotidien qu'il avait, ce sont des journaux français eux-mêmes qui le disent. Vous voyez, je vous d'ailleurs ramène à ce niveau-là à une enquête que le Mediapart a eu à mener avec d'autres journaux français, d'autres journaux européens, dans le cadre d'un consortium. Et vous découvrirez justement les révélations qui ont été faites en ce moment-là au sujet de la crise ivoirienne. Vous savez, je suis juriste, je ne suis pas historien, mais c'est vrai que je connais certains historiens, Christophe Wangui, Laurent Gbagbo, un certain nombre d'autres personnes, Jean-Noël Loukou, mais je ne connais pas leur lecture. Je ne connais pas leur lecture, mais je suppose qu'ils ont connu les idées du panafricanisme, qu'ils ont lu aussi et exploité tout ce qui a été dit sur le panafricanisme. Mais ce que je dois dire, c'est que, vous savez, un seul individu ne peut pas faire le panafricanisme. Nkrumah lui-même, qui en était l'apôtre en Afrique, il a eu à le dire. Il dit que lorsque le Ghana est devenu le premier État d'Afrique noire à être indépendant, il a dit tant que l'indépendance du Ghana n'aura aucune signification, tant que les autres pays africains ne seront pas indépendants. Et il a dit après l'indépendance, il faudra maintenant les États-Unis d'Afrique. Vous savez qu'il y a eu la conférence de l'OUA de 1963, au cours de laquelle le problème du panafricanisme et de l'unité de l'Afrique a été posé. Et on sait que la tendance Nkrumah a été combattue et ne s'est pas imposée. Voyez, bon, donc, on peut connaître les idées du panafricanisme, mais avoir des difficultés à la mettre en œuvre. Voyez. Bon, donc, je pense que tous ceux que vous avez cités là, certainement, sont imprégnés des idées du panafricanisme, en connaissent les bien fondés, mais on sait qu'il est vraiment difficile de pouvoir réaliser cette idée d'unité africaine parce que ça gêne bien d'intérêt à l'étranger. Or, ces étrangers-là sont encore très puissants. Ils ont encore leur main mise sur nos différentes initiatives. Je ne dis pas qu'ils sont les seuls responsables. Nous avons la cause première, c'est nous-mêmes. Donc nous devons trouver en nous les ressources nécessaires pour essayer de reposer encore la problématique de notre développement et de notre véritable souveraineté. Et demain, la Côte d'Ivoire. Je pense que la crise de 2002 à 2011, avec pour point d'orgue l'arrestation et le transfèrement du président de la République, du président Laurent Gbagbo à la CPI, nous a montré que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays souverain. Je l'affirme, c'est un constat que je fais. Si nous étions souverains, il y a un certain nombre de choses qui vont nous séparer. Vous voyez? Et donc, à partir de cette expérience, je jette un coup d'œil un peu autour de nous, de tous les pays africains qui se présentent un peu de la même manière. Vous pouvez faire cavalier seul à un moment donné, vous pouvez même être prospère à un moment donné, mais c'est illusoire si cette prospérité peut être mise en cause parce que vous n'avez pas le pouvoir de décision pour orienter les choses dans le sens que vous voulez. Or, c'est ce que l'Afrique vit aujourd'hui. Aucun pays africain n'est véritablement indépendant. Et donc, je pense que nous devons concevoir notre avenir, pas celui de la Côte d'Ivoire seulement, mais celui de l'Afrique, dans un cadre unitaire maintenant. Et moi, c'est dans cette logique-là que je suis actuellement. Lorsque vous posez la problématique de l'indépendance, évidemment, vous posez la problématique du colonialisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme. Et donc, si nous estimons que nous ne sommes pas souverains, c'est parce que les impérialistes sont encore là et qu'ils ont une nouvelle façon de s'imposer à nos pays qui n'est pas du tout l'administration directe qu'ils faisaient à la période coloniale. Je pense que c'est tout cela qu'on appelle le néocolonialisme. Ouais. Alors, en tant que professeur de droit, en tant qu'enseignant, j'ai suivi une petite causerie où il était question d'enseigner le panafricanisme. Est-ce qu'il peut exister un curricula de formation basé sur le panafricanisme? Est-ce qu'il y a des initiatives dans ce sens? Ici, un institut, partie prenante à cette conférence, c'est l'Institut d'études africain. Est-ce que de telles initiatives peuvent aider à une meilleure connaissance du panafricanisme? Voilà la question que je voudrais vous poser. Bon, d'abord, je suis un peu, j'allais dire, je ne suis pas très au fait
des problèmes de curricula actuellement, parce que même si je continue d'enseigner, même si je continue de faire des consultations, j'avoue que je n'ai pas de niveau de responsabilité, je ne suis pas ancré dans une université actuellement aujourd'hui, pour des raisons que vous savez. Et donc ce qui fait qu'il est vraiment un peu difficile pour moi de pouvoir envisager l'introduction d'un certain nombre de cours dans le curricula de nos universités. Mais je pense que, en fait, la question, elle tournait de savoir comment faire le suivi des idées qui sont professées, qui sont défendues à l'occasion de ce genre de colloque. Et parmi les initiatives qui ont été entrevues, c'est de faire en sorte que le panafricanisme ne soit pas seulement des idées que l'on apprend dans des groupes, dans des associations, dans des cercles, mais que certains aspects du panafricanisme soient enseignés dans nos universités, enfin partout où cela est possible. Et je pense que cela est possible. Un enseignant, c'est lui qui conçoit ses cours. Si moi je dois par exemple enseigner l'histoire des idées politiques, pourquoi est-ce que je ferais l'impasse sur les idées panafricanistes? Vous voyez, si je dois enseigner un cours qui me permet de pouvoir voir, par exemple, à l'opposé du panafricanisme, les différentes organisations internationales aujourd'hui, africaines, dans les différentes régions, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'UEMOA, que ce soit la CEMAC, etc. C'est à moi de pouvoir, dans un cours de régionalisme africain, de pouvoir donner un cours sur cela et de mettre en lumière aussi les aspects du panafricanisme qui peuvent problématiser cette conception de l'unité africaine qui continue encore de gérer notre continent. Vous voyez, en fait, qui continue encore de s'imposer au niveau de notre continent. Bon, donc, je pense qu'un enseignant peut envisager justement le panafricanisme de plusieurs manières. Voilà. Okay, professeur, nous allons sortir de cet entretien. Je sais que la Côte d'Ivoire peine encore à trouver le chemin de la réconciliation. Le panafricanisme demeure quand même un appel à l'unité des États, mais les États commencent d'abord, je veux dire, à des échelles plus réduites. La Côte d'Ivoire est en difficulté. Est-ce que le panafricanisme peut aider à la réconciliation en Côte d'Ivoire? Et si cela peut se faire, comment est-ce que cela peut se faire justement? Vous savez, cette crise, elle a fait du tort à la Côte d'Ivoire parce que l'une des expériences les plus intéressantes que les Ivoiriens ont vécues depuis très longtemps, c'est le brassage des populations venues d'autres pays. Malheureusement, c'est le pays qui a le plus accueilli, j'allais dire, les frères africains sur son sol, qui a été traité de xénophobe. Vous voyez? Bon, donc, je pense que nous, les populations africaines en Côte d'Ivoire, ivoiriennes, expérimentent déjà le panafricanisme d'une certaine manière. Enfin, je veux dire, le vivre en commun, j'allais dire, si je peux l'appeler ainsi en guillemets, avec les autres Africains. Bon, donc, je pense que du point de vue des populations, le problème ne se pose pas véritablement. Voilà. Mais c'est des préoccupations au niveau de nos chefs d'État, de ce que l'on nous impose parfois. Voilà. Ok, professeur, merci d'avoir accepté de vous livrer aux petites questions de Africa News Multimédia et d'avoir participé à cet entretien. Merci beaucoup.